Effectivement, je vais laisser la parole à Solène pour démarrer. Et pendant ce temps-là, je vais partager mon écran. Solène, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Solène Blanchard, chargée de communication chez CBCI. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 6e webinaire CBCI qui va donc porter aujourd'hui sur la thématique de l'externalisation des forces commerciales export. Donc, sous un format qui sera un petit peu particulier, étant donné qu'il va principalement reprendre les questions pratiques, donc à savoir les questions que vous vous posez le plus souvent. Pour ce webinaire, nous avons la chance d'avoir 3 intervenantes différentes qui sont membres très actives au sein de la Fédération de l'OSCI. Donc, tout d'abord, Cécile Bourry, 30 ans d'expérience, dirigeante fondatrice de CBCI et membre de nombreux clubs. Anne-Marthe Raison, qui a déjà intervenu dans le webinaire CBCI consacré, excusez-moi, consacré à... Pardon, j'ai un petit souci avec mon écran, je ne vois plus personne. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien, Solène. Tu es toujours parmi nous. Ok, super. Du coup, oui, je disais Anne, qui a déjà intervenu pendant un webinaire CBCI qui était consacré à l'exportation collaborative et qui est dirigeante et fondatrice de EOC International depuis 20 ans. Et pour la première fois, nous accueillons également Valérie Léa Breitenstein, qui est donc senior VP Solutions RH Internationale pour le groupe Salveo et qui a donc passé 10 ans aux Émirats Arabes Unis en tant que spécialiste RH et 10 ans dans le secteur de l'assistance technique mise à disposition de personnel externalisé dans le secteur énergie et pharmaceutique. Voilà, donc pour la présentation, donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions donc en direct dans les questions-réponses, donc de préférence pas dans le chat, plutôt dans les questions-réponses pour être sûr qu'on les voit. Donc n'hésitez pas à le faire tout le long du webinaire. Moi, je vais piocher une question à la fin de chaque intervention. Et puis les autres questions, on pourra trouver réponse à la fin, il n'y a pas de problème. Et au niveau du timing, on va avoir 40 minutes de présentation et 15 minutes donc, de questions à la fin, comme je vous disais. Pour ceux qui aiment prendre des notes, sachez que vous allez également récupérer le replay et la présentation d'ici lundi sûrement. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations et je vous souhaite un bon webinaire. Hop, Cécile, tout est prêt. Voilà, je donne donc la parole à Anne pour la première partie, puisque nous aurons 3 parties. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci à Cécile et Solène encore pour l'organisation de ce webinaire ensemble. Et bonjour à tout le monde, il y a beaucoup de gens du Sud et beaucoup de gens que je connais, donc c'est sympa. L'exportation collaborative, donc sujet que nous avons déjà traité il y a quelques semaines, peut-être certains d'entre vous étaient déjà là. Je vais reprendre ma présentation en fait en 2 parties, vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle exportation collaborative, qu'est-ce que c'est exactement. Et je vais faire un focus cette fois un peu plus important sur des questions qu'on se pose sur comment ça s'organise, enfin vraiment des questions un peu plus pratiques sur la mise en œuvre. Voilà. Donc, l'exportation collaborative, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de fonctionner, une forme, je dirais, de développement à l'export. De manière générale, les entreprises ont la possibilité de se développer de manière individuelle. C'est ce qui généralement se fait. Les entreprises partent le plus souvent seules à l'export. Mais là, justement, c'est une façon d'aborder l'export de manière complètement différente en se regroupant à plusieurs, généralement d'une même filière, d'un même secteur d'activité, pour se retrouver, je dirais, plus forts ensemble pour prospecter un marché. Donc, pourquoi et comment ça fonctionne un groupement export, en principe, c'est un groupement d'entreprises, on va dire 4, 6, 8, j'ai eu des groupements jusqu'à 12 entreprises. Ça permet, si vous voulez, de renforcer son action commerciale, parce que quand effectivement on arrive à 8 sur un marché, on est plus fort et plus visible, surtout, que quand on arrive seul. Ça permet de réduire les coûts, bien évidemment. C'est-à-dire que quand on fait… c'est pas juste l'idée de partager un salon, évidemment. Quand on partage un salon, c'est facile, et ça, tout le monde peut le faire sans avoir à monter un groupement export.
Et ça, c'est des frais qui sont les plus faciles à se répartir. Mais c'est aussi toute je dirais, la prospection, tout le suivi, toute la mise en œuvre du groupe qui fonctionne toute l'année, qui est intéressant de se partager. Il est intéressant de se partager ces coûts-là et tout le marketing qui va avec. Donc, ça, évidemment, l'optimisation et compte tenu de la situation actuelle que nous vivons depuis quelques mois, forcément, c'est des solutions vers lesquelles on va forcément tendre. Et je vois l'intérêt de plus en plus croissant de la part des entreprises. Il n'y a pas de problème technique, donc tout va bien? D'accord. Ça permet de constituer une offre plus complète aussi, bien évidemment. Quand on arrive sur un marché avec simplement son offre, elle est évidemment moins complète que quand on est plusieurs à étoffer une offre commerciale. Donc, une offre commerciale plus complète, avec forcément des moyens mis en œuvre qui sont plus importants que si vous partez seul. Tout ça permet d'augmenter une visibilité et une notoriété sur le marché. Il faut savoir qu'effectivement, quand on arrive sur un marché groupé comme ça, les acheteurs et les acteurs du marché ont une idée, une image beaucoup plus positive quand ils voient que les choses se sont organisées entre plusieurs exportateurs et qu'ils ont un plus à apporter avec une offre commune. Donc, je regarde mon timing, très bien, dans les questions pratiques, les questions-réponses, c'est des questions en fait que c'est évidemment pas exhaustif, mais j'ai mis un certain nombre de questions qu'on me pose de manière récurrente. Donc, je voulais partager ça avec vous et forcément, si vous avez d'autres questions aussi pratiques, je pourrais y répondre. Alors, comment ça s'amorce un groupement d'entreprises? Il y a plein de façons de l'amorcer. Ça peut être des entreprises entre elles qui sentent qu'elles ont des choses à faire entre elles et elles ont besoin je dirais, d'une tierce personne comme nous, société d'accompagnement et de conseil, pour les mettre ensemble et mettre le projet en musique. Donc, ça, c'est quand l'initiative vient je dirais, des entreprises. C'est souvent des fédérations professionnelles, ça peut être des clubs d'exportateurs, enfin, vous voyez, je dirais quelque chose d'un peu plus institutionnel qui veut proposer à ses adhérents et à ses membres des façons de fonctionner qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, ça peut être aussi des prescripteurs de ce genre de projet. La question qu'on me pose souvent aussi, c'est la complémentarité des produits. Tout le monde me dit, non, mais il est évident que s'il y a quelqu'un qui fait déjà des mêmes types de produits que moi, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça dépend des secteurs. Si je vous prends l'exemple, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous donner beaucoup d'exemples après, mais si je prends l'exemple d'un groupement, si je prends le Club Cru Beaujolais, par exemple, là, on a 17 producteurs du Beaujolais. Alors là, vous allez me dire, mais alors, comment ça se passe? Parce qu'ils font tous du vin, quoi. Donc, certes, ils font tous du vin, mais justement, la complémentarité qu'on a trouvée après, c'est d'avoir des entreprises qui font des vins de différentes appellations, des différents crus au sein même de la région Beaujolais. Donc, vous voyez, vous avez un point commun qui est le vin, un autre point commun, enfin, vous voyez, quand vous descendez comme ça, un autre point commun qui est le Beaujolais. Et après, les spécificités, la complémentarité vient dans les différents crus et différentes appellations. Selon les secteurs, bien évidemment, quand vous êtes dans un secteur industriel, si vous en avez deux qui proposent exactement le même type de machine ou le même type d'équipement et qui sont concurrents, ça ne va pas fonctionner, c'est évident. Comment se constitue l'offre commune? Alors là, c'est souvent le moment de vérité. Quand on met, en fait, ça veut dire qu'on met tout sur la table. On partage, en fait, on partage tout. Mais ça veut dire qu'on partage les types de produits que chacun fait,
les types de prix. Si je reprends l'exemple que je vous ai donné là sur les Beaujolais, par exemple, vous mettez, ou même l'huile d'olive, hein, c'est pareil, Olivan, c'était de l'huile d'olive, tous ils font de l'huile d'olive, mais après dans des régions différentes de Provence, donc des appellations différentes, des packaging différents, des saveurs différentes, enfin il y a plein de choses hein, qui font les spécificités des uns et des autres. Mais là, on met sur la table son offre produit et ses tarifs. Et on n'est pas là en train de se regarder en se disant oh là là, il va voir mon tarif, etc. On est là pour construire ensemble une offre qu'on va porter à l'extérieur. Donc en fait, il faut toujours garder en tête que quand on est en exportation collaborative, la concurrence, elle n'est pas au sein même du groupe, elle est chinoise, elle est italienne, elle est allemande, elle est à l'extérieur. Elle n'est pas entre 5 personnes là autour d'une table qui font partie du même pays, de la même région. Voilà. Donc, l'offre commune, elle se constitue de manière, je dirais, intelligente, en mettant en avant ce qu'on pense sur la destination qui va le mieux fonctionner, et on essaye d'harmoniser les prix. Ça, c'est très, très important pour pas qu'il y ait des disparités de prix. Il faut qu'il y ait une cohérence. Question 4. Quelle forme juridique utiliser? Souvent, ça revient. Il n'y a pas de réponse formelle là-dessus. Ça peut être un groupe totalement informel, porté par une fédération, par exemple, et il n'y a pas de forme juridique pour fonctionner à quelques entreprises. Ça peut être une association, ça peut être un GIE, ça peut être une montée en société, enfin, ça peut être… voilà, il y a différentes formes de juridiques à utiliser. Les contributions au groupement doivent être ou pas dépendantes du CA des entreprises participantes. Ça, c'est une question qu'on va souvent poser en disant je fais partie d'un groupe et un tel il fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, moi j'en fais 4. Est-ce que c'est normal qu'on paye tous la même chose? Voilà. Ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Il n'y a pas de réponse. Ça, je ne vais pas vous donner une réponse. C'est des questions qui doivent se travailler, encore une fois, entre les différents participants. Moi, je n'ai jamais fait des contributions dépendantes du chiffre d'affaires, mais il peut y avoir des cas où si tout le monde est d'accord et que le plus gros, il dit c'est normal parce que moi je suis le plus gros, et si c'est la plus grosse entreprise qui a été un peu le leader, le générateur du groupement, peut se sentir totalement à l'aise à payer 2 fois plus que les autres si sa taille est 2 fois plus importante. Voilà, c'est à voir, mais c'est une question qui est importante de se poser. Le groupement est-il ouvert à d'autres entreprises à n'importe quel moment? Alors, en principe, ça, non. C'est-à-dire que le montage d'un groupement, c'est un peu comme un accouchement. C'est long et ça peut être douloureux. C'est pas toujours simple et ça prend du temps, surtout, d'arriver à trouver je dirais le bon timing, les bons messages, enfin tout le rouage et le temps de mettre tout ça en place, ça demande effectivement du temps, d'investissement, etc. Donc une fois que ça c'est fait, s'il y en a un qui arrive la bouche en cœur en disant mais oui moi aussi je veux y participer, et au bout de 6 mois, 1 an, c'est souvent ouvert, c'est souvent possible, mais c'est souvent payant. En fait, il y a un droit d'entrée. Je pense que ça s'est toujours bien passé parce que je pense que n'importe qui profite de quelque chose qui fonctionne, c'est normal qu'il en paye et qu'il n'a pas investi à l'origine, c'est normal qu'il paye un droit d'entrée. Dernière question, comment gérer la disparité de chiffre d'affaires générée entre les membres du groupement? Alors, ça, voilà, c'est évident que c'est un sujet qui peut porter, qui est source de conflits entre les uns et les autres. Encore une fois, l'exportation collaborative, c'est beaucoup, je dirais, de bienveillance et on se serre les coudes et on essaie de s'apporter. Vous ne pourrez pas, mais c'est comme dans la vraie vie en fait. De toute façon, c'est pas l'exportation collaborative, c'est pas une expérience de bisounours, c'est une expérience juste. On part ensemble et quand vous partez de manière individuelle, mais je crois que j'ai quand même 1 minute de plus. Quand vous êtes de manière individuelle sur un marché, vous voyez les gens qui fonctionnent bien à côté de vous. Là, c'est pareil dans un groupement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont fonctionner plus facilement que d'autres parce que peut-être leur packaging sera différent, peut-être que leur solution, etc.
Maintenant, ce que j'ai toujours, sans exception, découvert, c'est qu'il était, c'était un cercle vertueux. C'est-à-dire que le fait de travailler en groupe tire tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que vous allez peut-être en avoir un qui, au départ, a un peu le leadership parce qu'il a peut-être un peu plus d'expérience, parce qu'il a peut-être une offre peut-être mieux packagée, un tarif avec son packaging qui fait plus sens, etc. Et globalement, tout le monde s'inspire de celui qui fait le mieux. Et donc, c'est une vraie spirale vertueuse et ça a toujours tiré tout le monde vers le haut. Voilà pour ce que je peux vous dire à ce stade. Je vous remercie de votre attention. Merci Anne pour cette parfaite gestion de timing. Voilà. Alors, je vous invite à nouveau donc, à ne pas hésiter à poser des questions dans questions-réponses. Donc, effectivement, j'en ai une qui concerne le budget. Donc, quel budget faut-il prévoir dans le cadre d'une exportation collaborative? Alors, évidemment, ça dépend vous imaginez, beaucoup de paramètres, hein, du plan d'action qui va être décidé, etc. Mais globalement, on a beau le tourner dans tous les sens, globalement, il faut compter entre 12 et 15 000 euros par entreprise par an. Généralement, tout compris, hein, avec un déplacement dans le pays de destination. Ça, c'est hors subventions qui peuvent exister. Mais on va dire, allez, selon les destinations et selon le plan d'action, ça va tourner entre, on va dire, entre 10 et 15, voilà, à peu près, par entreprise, par an. D'accord, merci beaucoup. Merci. Cécile, du coup, je t'en prie. Tu peux continuer. J'arrive. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc, merci en tout cas Anne pour toutes ces explications qui sont toujours très intéressantes et qui complètent bien les webinaires des semaines précédentes qui peuvent également, que je vous invite à revoir parce qu'ils peuvent être très riches d'informations. Ça va être la même chose pour le service export externalisé. Je ne vais pas revenir sur tous les détails qui ont déjà été abordés lors des webinaires précédents que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Cécile Bourry, Conseil International. Je vais juste vous donner rapidement la méthode de fonctionnement du service export externalisé. C'est donc en fait pour une entreprise un moyen d'externaliser tout ou partie de son développement export. Pourquoi? Pour quelles raisons? Généralement, la première des raisons, ça peut être une raison géographique. Vous avez peut-être des personnes qui parlent certaines langues vivantes et qui ne maîtrisent pas forcément toutes les langues vivantes de tous les pays que vous voulez attaquer. Par exemple, chez CBCI, on parle français, anglais, allemand, italien, espagnol. On est en Europe très régulièrement. Voilà, donc ça peut être une des raisons d'avoir cette expertise. Et puis aussi, culturellement, c'est important de connaître les pays et la culture des pays visés. Également, d'avoir un réseau local, c'est une raison qui est importante pour décider de travailler avec un expert du point de vue géographique. La deuxième raison, c'est d'assurer toutes les fonctions commerciales, parce que très souvent dans le service export, vous avez un spécialiste qui va être plutôt orienté chasse de clients, ou un autre qui peut être peut-être orienté élevage de clients, c'est-à-dire prendre des demandes d'entente et les traiter. Ce sont deux métiers différents. Donc, le fait d'avoir des fonctions commerciales différentes, j'y reviendrai après, peut vous aider aussi à dire, voilà, je complète le service peut-être par quelqu'un spécialiste dans la prospection, quelqu'un spécialiste dans le digital, quelqu'un spécialiste d'une zone spécifique où il va être plutôt dans la direction export externalisé que dans du business développement pur parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour les grands comptes. Voilà, c'est une deuxième raison. L'autre raison, elle est sectorielle. Vous êtes peut-être sur un segment de marché spécifique, vous avez besoin d'ouvrir un nouveau segment de marché. Ce ne sont pas les mêmes introductions, ce ne sont pas les mêmes expertises et du coup, vous aurez besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui est plus spécialisé sur certains secteurs. L'autre raison, le temps et la maîtrise des coûts. Vous avez peut-être une envie aujourd'hui de prospecter un marché spécifique. Je pense à la zone DACH, Allemagne, Suisse, Autriche, qu'il est plus difficile de prospecter lorsqu'on ne la connaît pas ou qu'on ne parle pas la langue. Ça peut être tout simplement de dire je n'ai pas les moyens de me payer une équipe export complète. Ça peut être aussi je n'ai pas forcément besoin pour un pays donné d'avoir une ressource à plein temps. Et les situations particulières que j'évoque ici, ce sont plutôt des situations, malheureusement, telles qu'on les vit aujourd'hui. On est parfois amené à devoir réduire la voilure sur
sur certaines ressources et ça peut être aussi un moyen de maintenir le lien avec les prospects ou les clients en cours sur des zones ou un secteur donné ou une expertise donnée à l'exportation. Une difficulté passagère, un surcroît d'activité, l'effondrement d'un marché, voilà, peut faire qu'à un moment donné, vous préférez externaliser pour réduire un peu la voilure. Voilà les différentes possibilités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction, la géographie, le temps. Sur la fonction, je voudrais revenir sur un point essentiel dans le service export externalisé, c'est la chaîne de valeur qu'on propose. On va proposer donc d'avoir au sein de l'équipe quelqu'un qui va être capable de faire des appels téléphoniques, des emails personnalisés, d'envoyer des campagnes sur le digital, de faire du marketing automation avec des autorépondeurs pour créer du lien, de faire de l'inbound marketing, de faire du community management, d'avoir quelqu'un qui est capable d'encadrer des équipes, d'avoir quelqu'un qui est capable d'aller négocier avec des grands comptes, d'avoir quelqu'un qui a l'expertise aussi peut-être d'avoir déjà baroudé dans 80 pays. Bon, évidemment, c'est mon cas, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est aussi peut-être une expertise qu'on va rechercher dans la fonction. Et ça peut être l'intérêt de se dire, j'ai un service export complet avec une chaîne de valeur complète et je vais utiliser en fait parfois une partie, parfois une autre, parfois l'ensemble. Donc ça, c'est un moyen intéressant. Sur la géographie, on en a parlé. Le fait d'être à 1 heure ou 2 heures de toute l'Europe en train, en avion et en voiture permet d'être très proche de tous ces pays dans lesquels nous sommes particulièrement présents, surtout depuis Lille, puisqu'on est à peine à 2 heures de 3-4 pays qui sont autour de nous. Et la raison de temps, c'est surtout une raison qui va vous permettre de définir combien de temps vous voulez faire passer à chaque typologie de fonction sur le marché ou les marchés que vous voulez viser, puisque souvent, dans un service export externalisé, on va agir comme un service export classique, on va agir sur plusieurs pays. Donc voilà pour cette partie. Je vais revenir rapidement sur les questions pratiques, notamment sur la taille. On me pose souvent cette question. Est-ce que le service export est adapté à tout type de taille d'entreprise et à tout secteur d'activité? Alors, dans les types de taille, on a des exemples très variés dans les gens que nous accompagnons. On a souvent des primo-exportateurs. On peut avoir également des exportateurs un peu plus aguerris qui souhaitent externaliser une partie de leurs services. Donc, on travaille pour des PME, des PMI. On a déjà travaillé pour des ETI qui souhaitent qu'on les introduise sur un nouveau segment de marché et qui veulent différencier de manière analytique ce segment de marché par rapport à leur force commerciale. Le secteur d'activité, c'est pareil. Le type de produit, c'est pareil. L'adaptation, la méthodologie qui permet de faire croître des entreprises à l'export, c'est la même que ce soit un produit ou un service. Et dans les secteurs d'activité, c'est la même méthode au démarrage. On s'associe, alors chez CBCI, on a quelques expertises dans le textile, la mode, l'habitat, la décoration, le mobilier, le luminaire, mais nous sommes aussi dans la cosmétique, aussi dans le ferroviaire. Et quand on a vraiment besoin d'un expert spécifique, nous faisons appel à notre réseau à l'international basé localement. Donc voilà pour la première question. Est-ce qu'on peut moduler, modifier les actions sur le plan stratégique pendant la mission? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a une chaîne de valeur, on va peut-être, en fonction de l'état des outils marketing, de l'état du marché à viser, utiliser des ressources à des moments différents du plan stratégique qu'on déroule. C'est-à-dire que peut-être au début, on va faire les outils, on va améliorer, créer ou tout simplement trouver les avantages concurrentiels, la valeur ajoutée à mettre en avant pour pouvoir faire du pitch en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et pouvoir donc travailler la partie outils marketing. Ensuite, on va prospecter, on va rechercher avec des outils que nous avons des clients de manière directe. Nous allons associer tout ça lorsqu'il y a une opacité de marché ou un besoin d'une présence locale plus forte. On va associer ça avec notre réseau basé localement pour pouvoir également s'appuyer sur eux pour des missions de prospection. Et puis, au fur et à mesure du plan stratégique, peut-être qu'à un moment donné, on aura besoin plus d'une ressource spécialisée dans le management des équipes parce que l'idée, c'est d'aller rechercher peut-être des agents, des distributeurs et de construire un réseau. Donc, effectivement, le plan peut changer pendant toute la durée
Et c'est l'avantage de pouvoir avoir beaucoup de ressources à disposition parce qu'on peut doser en fonction également des retours des marchés. Donc ça, c'est assez important. Une autre question que j'ai souvent, qui revient très souvent, c'est est-ce que vous me garantissez les résultats et la croissance? Si j'avais ce don, je serais ravie de pouvoir le faire. Malheureusement, on ne peut pas. Ce qu'on peut vous dire, c'est que tout dépend en fait de la taille et du secteur d'activité et du pays. Donc, on peut avoir un marché qui fonctionne moins qu'un autre et ce n'est pas pour autant que l'entreprise ne va pas réussir sur un deuxième ou un troisième, un quatrième ou un cinquième marché. On peut avoir aussi un problème d'approche, d'offre qu'il faut modifier, un produit innovant qu'il faut mettre en place spécifiquement par rapport à une demande locale. Et donc, pour garantir, et c'est la question suivante, et c'est un peu le facteur clé de succès de la réussite, c'est qu'il faut aussi être très réactif, c'est qu'il faut aussi être à l'écoute du marché, il faut aussi être dans l'humilité d'écouter les informations qui remontent des prospects, des clients, des agents, des distributeurs que nous rencontrons, voire de la concurrence locale lorsqu'il s'agit peut-être d'avoir une approche plutôt sur une croissance externe ou une prise de part dans une société. Et donc, on va regarder effectivement si on arrive à écouter et à adapter au marché, on ira certainement beaucoup plus vite. L'intérêt, en tout cas, des missions et ce qui fait qu'elles échouent, c'est effectivement quand il n'y a aucune adéquation entre le couple marché-produit. Pas de possibilité d'adaptation, pas d'innovation, pas de valeur ajoutée, des problèmes de tarifs qui ne peuvent pas être résolus, ça arrive. Alors, l'intérêt, en tout cas, nous, c'est l'approche qu'on essaie d'avoir toujours, c'est de dire des problèmes, on en rencontre. Et il y en a souvent. Et c'est parce qu'on a l'habitude de rencontrer ces difficultés qu'on est capable justement d'être force de proposition systématique sur des solutions. Et donc, en chaque fin de mois, lorsqu'on a rencontré les problèmes, on suggère les solutions avec nos exportateurs pour pouvoir rebondir sur les mois suivants et permettre justement, en tout cas, d'aller beaucoup plus vite sur les résultats obtenus. C'est ce qui amène la question suivante. Comment sont mesurées les actions menées, les résultats obtenus? On a un point export qu'on peut faire au mois ou tous les 2 mois, au trimestre, en fonction de chaque typologie client. Au départ, c'est souvent plus souvent et après, c'est souvent plus dans une période un peu plus large, qui permet donc d'analyser un document partagé. Nous partageons tous les fichiers de toutes les prospections, de toutes les actions que nous menons, avec précisément le nombre d'appels, le nombre d'emails, le nombre de campagnes emailing, si nous sommes allés sur un salon professionnel, les rapports de déplacement, les rapports de voyage qui ont pu être générés, avec les actions menées et les actions à venir pour pouvoir faire grossir la boule petit à petit. Donc, un drive partagé très souvent avec nos clients, drive ou autre, hein, on n'est pas limité par la typologie de logiciels à utiliser. Et puis, une feuille de route avec les résultats des actions menées, les problèmes rencontrés, les solutions proposées. Donc, on voit systématiquement les résultats obtenus chaque mois et on peut donc challenger comment déjà s'en féliciter ou comment tout simplement faire encore plus vite et encore mieux. Alors, comment être sûr de récupérer toutes les données? Par la même chose, en fait, le drive étant partagé, les données clients sont faites au nom de l'exportateur. Et ça, je voudrais revenir sur la slide précédente qui est en haut sur ces petits points que vous voyez sur la vitesse, la transparence, l'économie, le professionnalisme, le service clé en main, la souplesse, la sécurité. J'ai des choses importantes à vous dire, c'est qu'on agit sous le nom de l'exportateur, c'est-à-dire que la personne qui est connue, c'est l'exportateur pour qui nous travaillons comme si nous étions un salarié, un membre classique de son entreprise. Donc, nous agissons en son nom, au nom de l'entreprise, avec une carte de visite dédiée, une adresse email dédiée. Et donc, forcément, les tableaux de clients et de prospects ou d'agents et de distributeurs, toute l'action menée, elle est donc au nom de la boîte email de l'entreprise qui va donc récupérer, quand elle souhaitera, toutes les informations qu'elle a payées, qu'elle aura drainées grâce à ce service export qui est finalement très souvent le même que si on était dans la société. En tout cas, on est souvent considéré comme proche membre des équipes sur place. Je vérifie mon timing, quelques minutes pour terminer. Je voulais également revenir sur cette slide sur la partie économie. Quand vous avez la chance d'avoir des membres qui sont des experts depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans comme nous, de l'international dans 85 pays, en Asie, en Europe,
aux États-Unis, en Amérique, que vous avez déjà l'expertise d'avoir su développer du chiffre d'affaires et d'en avoir les preuves, ben vous avez quand même une économie certaine de temps et d'argent, puisque vous avez tout de suite des experts spécialisés qui vont être opérationnels dès la formation des produits et des services. Et donc, notre service est agréé 100% par BPI France dans le cadre de l'assurance prospection. Je reviens sur les 2 dernières questions. Combien de temps dure une mission pour qu'elle soit efficace et rentable? Évidemment, on est beaucoup dans le sur-mesure, c'est-à-dire que comme on est souple, on va s'adapter aux besoins de l'entreprise. On va en fait définir en fonction du nombre de pays à prospecter, en fonction de l'existence de prospects, de listes de clients, d'historique dans la société, on va déterminer le nombre de jours à passer et des ressources à affecter. Et tout ça, ça va nous donner en fait une durée qui va permettre d'être efficace sur 1, 2, 3 marchés, voire plus lorsque c'est nécessaire. Souvent, le temps, c'est le même temps qu'un dossier d'assurance prospection, c'est souvent 3 ans. 2 à 3 ans pour être efficace et rentable. Alors, bien sûr, il y a des portes de sortie. On a des contrats qui nous permettent d'être plutôt dans une formule souple en nombre de jours. Et on a déjà accompagné des entreprises sur 5, 6, 7, 8 ans et ont changé en fait. On avait peut-être 10 jours sur la première année, 7 jours sur la deuxième, 5 jours sur la troisième. On revenait à 10 si on voulait renforcer. Donc, en fait, on pilotait en fonction des besoins et de l'état aussi des marchés, de la réactivité et des besoins des clients. Donc ça, c'est plutôt souple et intéressant. Et donc, des portes de sortie, de dire, ben voilà, on a un chiffre d'affaires qui est à réaliser, on peut y mettre une partie variable pour assurer en fait la viabilité et la sécurité en termes de résultats. Et puis, on va associer ça avec un chiffre d'affaires qu'on détermine au départ, et on peut déterminer que peut-être si le chiffre d'affaires n'est pas fait à 50% sur l'année 2, on peut avoir une porte de sortie pour être assez efficace. La dernière question, c'est le coût. Souvent, on me demande, mais finalement, tout ça, combien ça coûte? Alors, par rapport à un service classique, un développement export complet avec un service, les déplacements, c'est souvent en moyenne entre 100 et 200 000 euros l'année. Si on prend toute la chaîne de valeur de tous les membres de l'équipe, nous, on se situe plutôt entre 50 et 100 000 euros sur toute la chaîne de valeur à l'année. Bien sûr, nous avons aussi des gens qui nous disent, est-ce que je peux avoir une formule plus adaptée sur un pays, sur une seule personne dans le service et qui va me faire peut-être que des relances. Auquel cas, on fait des devis sur mesure qui sont bien sûr à partir de quelques milliers d'euros en fonction de la durée et du temps à passer. Et on va s'adapter en fonction des demandes que nous recevons sur cette partie-là. Voilà, j'espère ne pas avoir pris trop de temps. Je vais peut-être laisser la place à quelques questions qui, j'espère, sont arrivées sur le fil des questions-réponses. Oui, merci Cécile. Alors, donc, on a des questions pour lesquelles tu as répondu, donc c'est parfait. Et est-ce que tu peux très rapidement nous dire quels sont les pays où vous avez le plus de réseaux et les secteurs d'activité phares? Alors, dans le service export externalisé en général, puisque dans les membres de l'OSCI, nous sommes plusieurs à pratiquer ce type de service, nous avons, alors chez CBCI, nous avons une très forte connotation européenne, asiatique, États-Unis. Alors évidemment, dans les périodes actuelles, on est plutôt très proche des pays européens parce qu'on est proche géographiquement, on est proche dans la culture et nous maîtrisons toutes ces langues et nous avons un réseau très important. Sur le reste des pays, tant qu'on ne peut pas se déplacer, on travaille avec nos partenaires locaux pour pouvoir assurer, donc, et je laisserai à Valérie le soin de parler de cette partie, puisqu'elle la développera mieux que moi. Mais nous avons également, au sein de l'OSCI, d'autres experts, notamment la société Marex, qui était très spécialisée sur l'Afrique et qui peut travailler, nous travaillons très souvent d'ailleurs, de manière main dans la main par rapport aux prospects, aux projets qui peuvent nous être demandés. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question sur les pays. En tout cas, c'est comme un service export classique, puisqu'on remplace un responsable export, on peut aller partout et on peut en tout cas trouver systématiquement dans nos amis et partenaires une réponse adaptée sur un secteur d'activité précis, une introduction précise ou un continent précis. Parfait, merci beaucoup. On va donc maintenant laisser la place à Valérie.
Merci, bonjour à tous. J'ai rarement reçu 36 personnes chez moi à déjeuner, en tout cas à l'heure du déjeuner, donc bienvenue. Donc Cécile et Anne sont venues avec leurs questions, je suis venue avec des réponses qui vont compléter leur présentation sur, essentiellement sur des solutions RH, qui est ma spécialité. D'abord, je voudrais résumer cette présentation en 3 chiffres. 7, 3 et 50. 7, c'est les 7 raisons qui font que les ETI, les PME françaises ont intérêt à aller à l'international. La première, augmenter vos ventes et vos marges. Alors, je dirais que c'est d'autant plus important actuellement vu que le marché européen risque d'être atone selon les secteurs d'activité pour au moins une année. Donc, c'est important d'aller chercher des parts de marché où on peut les trouver, dans des pays notamment sortis déjà de crise. Je pense à la Chine ou aux Émirats arabes unis, par exemple. Deuxième raison, maîtriser et afficher votre présence sur votre marché. Vous avez certaines cultures, je pense à l'Algérie, par exemple, où les gens ne vont acheter que des marques qui sont connues. Tout ce qui est étranger, on ne connaît pas bien, etc. Donc, c'est extrêmement important d'être présent, que votre marque soit présente. Encadrer vos partenaires, alors que ce soit vos employés, vos responsables de région, les distributeurs, tous vos partenaires. En général, ce que font les entreprises, elles envoient le responsable commercial, 3-4 fois par an, par zone, vérifier ce qui se passe. En général, lors des déplacements, tout se passe bien. La plateforme logistique des distributeurs est tip-top, nickel. Le vendeur a pris les 10 meilleurs rendez-vous avec les meilleurs clients et entre deux, il peut y avoir des flottements. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir assurer une présence, soit par vous-même entre ces 4 visites annuelles ou en externalisant donc cet encadrement. Apporter un service après-vente à vos clients. Alors, je citerai un exemple très concret par la suite pour développer ce point-là. Assurer une présence opérationnelle en attendant une création de filiale. Souvent, en tant qu'entreprise de taille moyenne, on se dit il y a 2 solutions pour aller à l'export. Il y a le VIE, c'est le moins cher. Il y a évidemment la force commerciale externalisée que vous venez de développer et la filiale. Non, entre deux, il y a plein d'autres solutions, comme la gestion externalisée de filiales, comme un bureau de représentation ou autre. Les solutions sont multiples. Donc, les autres, on a dit présence opérationnelle, attirer les meilleurs talents, excusez-moi. Je pense à des secteurs qui sont tendus, comme le digital, où il est difficile de recruter certains métiers, certains talents, où les entreprises peuvent être en concurrence. Et là, quand même plus attractif pour des talents de dire j'ai mon siège social en France, j'ai une filiale en Inde et 4 bureaux de représentation et dans tel pays, donc je couvre tous les continents. C'est beaucoup plus attractif, donc c'est une raison essentielle. Et évidemment, assurer le déploiement de projets à l'international. Alors, vous avez des sociétés nationales dans tous les pays du monde qui ne font des appels d'offres qu'à des sociétés qui sont présentes juridiquement. Peu importe la forme juridique, donc à vous assurer une présence dans ces pays vous permet de répondre à ces appels d'offres ou en tout cas d'y répondre en MOU avec une société présente localement, comme peut l'être par exemple Salveo dans 50 pays dans le monde. Donc pour répondre à ces appels d'offres, nous pouvons soit, donc nous le faisons par exemple pour un grand groupe d'aluminium en Algérie, soit faire la veille et lui envoyer chaque semaine la liste des appels d'offres existants en Algérie, soit, encore une fois, proposer la solution de répondre ensemble à l'appel d'offres. Donc voilà les solutions qu'on propose, c'est les 3, le chiffre 3 dont je vous parlais, recrutement, mobilité internationale et appui opérationnel. Recrutement, formation, je voudrais insister sur le recrutement chasse de tête. Il est souvent compliqué à faire en France, à l'international d'autant plus. Et je ne parle pas seulement d'un problème de langue ou d'un problème culturel. C'est simplement les marchés de l'emploi peuvent être très différents.
peuvent être plus ou moins tendues. Par exemple, en Allemagne, il est extrêmement difficile de recruter un francophone dans certains métiers, ou au Canada, les États-Unis, où le marché de l'emploi est très, très volatile. Alors, il y a une petite parenthèse en ce moment, malheureusement, mais les personnes ont un préavis d'une journée, donc c'est très difficile de les capter, de les attirer, donc d'où l'importance de pouvoir s'appuyer sur une société de recrutement qui est basée localement, coordonnée de France. Hein, donc, ce que peuvent proposer certaines OSCI, dont Salvéo. Donc, on fait une double recherche, à la fois locale et en partant de France. Donc, la sponsorisation et encadrement de VIE, bien évidemment, c'est Business France qui a l'ultime pouvoir de faire des contrats tripartites pour des VIE, mais ils ont besoin localement d'un sponsor. Et pour organiser ces visas et pour rendre le VIE compliant. Donc, c'est une solution effectivement qui est indispensable. Mais en sus de ça, je voudrais rajouter également pour les VIE l'encadrement qui me paraît indispensable. On estime que la moitié des VIE, au bout d'1 an ou 2 ans, rentrent en France, ne sont pas forcément remplacés, donc le poste n'existe plus. Donc finalement, même si ça coûtait pas cher au départ, l'entreprise a perdu beaucoup de temps. Donc, pour éviter cela, une solution, c'est encore une fois entre les 4 déplacements du directeur d'entreprise ou du directeur export, c'est d'avoir localement quelqu'un pour manager, encadrer l'activité commerciale de vos VIE. Ensuite, l'assistance technique. Alors, ce n'est pas forcément connu de tous dans tous les secteurs d'activité, mais c'est envisageable pour autant. En fait, c'est pour des grands donneurs d'ordre, je pense par exemple à Total, Vinci, quand ils font des appels d'offres au niveau mondial, ils cherchent du personnel à la journée travaillée. Donc là, vous pouvez proposer du personnel avec un coût global. Donc ça englobe le coût du salaire et toute la logistique. Et ça veut dire que si la personne n'est plus disponible, vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est également une solution à tenir compte. Et l'audit de performance. L'audit, c'est quoi ? J'ai une définition très simple, c'est mesurer la capacité et l'envie de vos différents partenaires de se bouger pour vous. Donc, c'est assez simple, mais c'est très important de faire un audit externalisé par quelqu'un qui est neutre, qui va pouvoir proposer des solutions, dire des choses qui peuvent fâcher, que vous n'osez pas vous dire à vos distributeurs ou à votre REA manager. Donc, c'est voilà, une des solutions que j'ai mis dans cette catégorie recrutement. Mobilité internationale, donc le deuxième volet, l'optimisation des statuts. Alors moi, je suis sollicitée quasiment quotidiennement par des entreprises qui me disent, mais Valérie, je ne sais pas, moi, je vais envoyer quelqu'un là au Mexique. Est-ce que il est déjà chez moi? Est-ce que je l'envoie en détaché, en expatrié? Je lui fais un contrat local? Qu'est-ce que vous suggérez? Donc évidemment, il faut étudier la durée de la mission, etc. Mais donc, on est à même effectivement de proposer l'optimisation du statut, comme ça peut être de la rémunération, de la rémunération globale, je ne parle pas seulement du salaire. Donc, le fait d'être présent dans de nombreux pays, ça nous permet, par rapport à nos équipes locales, de savoir qu'au Mexique, vous êtes obligé de donner une prime pour Noël, qu'en Italie, vous êtes payé sur 14 mois, qu'à Shanghai, il n'y a pas de charge patronale. Donc, tout ça, effectivement, tout le monde peut trouver l'information en la cherchant longuement, en s'assurant qu'elle est encore valable, parce qu'il y a des pays où effectivement les lois sont très changeantes, voire rétroactives. Je pense à l'Algérie notamment. Donc c'est important de pouvoir s'appuyer sur des experts en rémunération, en campaign ban, pour optimiser le package. Donc trouver le bon candidat et surtout qu'il reste. Souvent, les entreprises ont tendance à proposer des packages par rapport à la France ou ont des idées reçues. Je viens de recruter un area manager pour une société de vin, la Bourguignonne, en Chine. Au début, le package qu'il avait en tête, c'était bon, la Chine, c'est pas cher, c'est l'image qu'il avait encore. Bon, à 30 000 €, vous pouvez me trouver un area manager. Non, enfin, en tout cas, pas à Shanghai. Campaign ban, rémunération, la légalisation.
Hein, il faudra au bout d'un moment sur place, il vous faudra quelqu'un pour faire le permis de travail et organiser la résidence de votre personnel. Et bien évidemment, le portage salarial, puisqu'il est illégal de recruter quelqu'un dans un pays sans une présence juridique. Donc, le portage salarial, une société de l'OSCI, dont Salveo, on enregistre votre personnel dans notre filiale en tant que salarié et il est mis à disposition dans votre entreprise à 100%. Troisième point, l'appui opérationnel. Je pense notamment à l'hébergement dans nos centres d'affaires. C'est une solution plug and play. Souvent, alors, notamment pour les VIE, ou quand on recrute pour la première fois un area manager, on se dit qu'il va travailler de chez lui. Alors, on a tous vécu le télétravail, bon, j'y suis encore comme vous le voyez, ça va un moment, mais bon, c'est important quand même d'être en présentiel, surtout quand vous êtes dans un pays très lointain. Donc, les bureaux d'affaires vous permettent de créer un réseau, de recevoir des distributeurs, des fournisseurs. C'est l'image de votre entreprise. Souvent, ce que l'on propose, c'est en plus du package centre d'affaires, c'est d'avoir en fait un bureau de représentation dans ce centre d'affaires. Secrétariat, traduction, alors indispensable bien évidemment dans des pays de langue compliquée, Chine, Russie notamment. Donc très régulièrement, nous sommes sollicités ponctuellement par une entreprise qui dit bon ben moi je vais visiter une dizaine de clients. C'est important qu'ils me comprennent, que je les comprenne, et donc on peut mettre à disposition une secrétaire qui parle les 3 langues, mandarin, chinois et anglais. Tout, en fait, nos secrétariats, tous nos centres d'affaires dans le monde, les personnes sont trilingues. Répondre aux appels d'offres, j'en ai déjà parlé juste avant. Portage de contrat. Alors c'est différent du portage salarial, c'est que vous avez certains pays, alors je vais revenir à l'Algérie, où la monnaie est fluctuante. La devise, on peut difficilement la sortir. Alors, il n'y a pas que l'Algérie, mais c'est beaucoup de pays africains, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola. Donc, c'est important d'avoir une société localement qui va facturer dans la devise, qui va garder les devises dans le pays et donc en votre nom, vous permettre d'opérer. Voilà pour les solutions. Donc, je vous ai promis un chiffre 50, il arrive. 50, ben, je l'ai évoqué, Salveo couvre une cinquantaine de pays, comme beaucoup d'autres sociétés de l'OSCI. Et donc, avec un seul point de contact en France, on est capable de vous proposer toutes les solutions dont on a toutes les 3 parlé dans ces pays. Je voudrais prendre 3 exemples pour que ce soit un petit peu plus concret, qui sont récents. Ce sont des solutions que nous avons apportées tout début de la crise. La première en Chine, un client, société 12 millions d'euros dans le digital, je ne citerai pas de nom, évidemment, par confidentialité. Paradoxalement, ils importaient tous leurs produits de Chine, mais ils n'ont jamais pensé à adresser ce marché. En disant, là, c'est loin, c'est compliqué, ils parlent chinois, et puis j'arriverai peut-être pas à suivre derrière. Et donc, on leur a créé une filiale, ce qu'on appelle une WOLF en Chine, une Whole Owned Company, Foreign Company. Et donc, ça leur permet, donc là, ça y est, elle est créée en moins de 2 mois. Donc, ils ont ouvert une filiale. On a recruté 6 technico-commerciaux pour couvrir l'ensemble du pays. Donc, ils sont recrutés, ils sont embauchés. Et là, la société facture. Elle facture actuellement alors que le marché européen est complètement saturé. Le deuxième exemple, je l'ai choisi dans le secteur automobile dont on parle énormément en ce moment, puisque les ventes se sont écoulées à environ 90% dans toute l'Europe. C'est guère mieux dans le reste du monde, mais bon, en tout cas, il y a des pays qui vont encore une fois sortir plus vite de la crise. Les pays d'Europe du Nord, tu en as parlé tout à l'heure, Cécile, beaucoup en Asie, en fait, de pays qui ont été moins impactés. Donc, ce que je voulais dire au niveau de l'automobile, nous avons de nombreux clients qui sont équipementiers automobiles. Donc, ils ont dû suivre les grands constructeurs il y a quelques années pour aller en Europe de l'Est et au Maghreb, sauf
qui n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'un grand groupe au niveau humain et ressources. Et donc, ces sociétés font énormément appel à des sociétés telles que la nôtre en tant que portage salarial. Parce que le portage salarial, c'est très souple. Là, les mois à venir, les années à venir, il va y avoir visiblement beaucoup de délocalisation, relocalisation, etc. Les sociétés ne vont pas pouvoir le faire avec leurs ressources internes. Ça va être trop compliqué, trop cher. Troisième exemple, alors je l'ai choisi pour son originalité, pour vous montrer qu'on n'est pas là pour vous apporter nos solutions, mais pour trouver la solution au problème qui vous empêche de dormir. Donc, c'est un cas réel. C'est une grande société très connue en France dans le bricolage, qui a une filiale en Russie, qui a 50 magasins de bricolage en Russie et qui avait fait le constat qu'ils perdaient par an 1 million d'euros dans la gestion de leur service après-vente. Parce que c'est très compliqué en Russie. Quand vous vendez, alors ils vendent à la fois du clou jusqu'aux chaînes de déneigeuses. Donc vous imaginez les imports-exports au niveau technique, c'est assez compliqué, même en le faisant eux-mêmes. Donc ils ont préféré sous-traiter. Et donc pour cette enseigne, nous assurons tout le service après-vente en Russie pour leurs 50 magasins. Et là, on envisage de le dupliquer à Dubaï. Donc, c'est un exemple parmi d'autres pour dire que nous sommes tous membres de l'ESCI au service des entreprises pour trouver la solution qui sera adoptée à votre problème. Merci. Merci Valérie. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement répondre à la question du quel tarif pour un recrutement, un audit d'un distributeur, coaching de vie? Alors, je pense que c'est un petit peu délicat de parler de tarifs vis-à-vis des autres sociétés. Alors, notre sont présentes vraiment en tant qu'OSCI, donc ça me gêne particulièrement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Cécile et Anne. Donc, j'ai aucun souci pour le répondre en privé. On applique un pourcentage en fait du salaire. Il n'y a rien de secret en fait, hein, comme toute société de recrutement, on applique un forfait sur le salaire annuel brut. La seule différence, je dirais, avec un cabinet de recrutement, c'est que, encore une fois, nous sommes présents localement. Donc la recherche va se faire localement dans les filiales et en France. Donc, je dirais pour le même coût de service d'une société qui ne serait basée que dans le pays d'arrivée ou en France, vous avez la double compétence. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on est un petit peu juste au niveau du timing. Du coup, je vais essayer de vous poser des questions. Si on peut avoir des réponses rapides pour que tout le monde puisse aller manger à l'heure, ce serait bien. Alors, donc, on a une question qui est pour faire le lien entre les deux thèmes. Avez-vous l'expérience d'un groupement export avec un export manager mutualisé? Alors, je ne sais pas, Anne, si tu veux répondre. Moi, j'ai un petit exemple à donner sur le sujet rapidement. Nous avons monté un groupement export ici en Hauts-de-France avec la Team France Export. Et en fait, on avait un VIE partagé et qui était coaché, moi que je coachais, donc en externalisé. Donc, l'idée du groupement avec un export manager à temps partagé, je le vois plutôt comme un animateur et je vais laisser le lien sur l'animation à Anne puisqu'elle a aussi un exemple à donner, je pense, sur l'animation du groupement. Non, mais je vois, c'est une question de Nicolas Rodzik, donc je vois pourquoi il posait la question. Moi, je n'ai pas l'expérience, si tu veux, moi-même, sauf je sais que ça existe et je connais, j'ai des exemples en tête. Mais on n'est pas loin, de toute façon, le pont, il n'est pas très loin. Parce que moi, quand j'accompagne des entreprises dans leur développement, enfin, en exportation collaborative sur les États-Unis, la Chine, etc., je ne suis pas leur commercial export, mais c'est quand même une externalisation et ils ont quand même externalisé la destination États-Unis, par exemple, à EOS International. Donc, c'est quand même une forme d'externalisation. Mais tout ça est très subtil. Hein, Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où effectivement, l'idée d'avoir
toutes ces formes, elles sont tout à fait possibles. On parlait aussi tout à l'heure de l'animation, de la création. Donc, on va facilement aujourd'hui de plus en plus osciller entre l'outil marketing, l'animation commerciale et le digital, parce que c'est un mix. Et donc, l'idée d'avoir une animation d'une personne à temps partagé, de toute façon, il faut un animateur en France. C'est obligatoire parce qu'il faut un lien entre les entreprises et le local. Donc, c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui est externe à l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez un des membres de l'entreprise? C'est que quelqu'un pourrait dire, si c'est un des membres de l'entreprise qui anime le groupement, il y a forcément un parti pris à un moment donné. Donc, l'idée d'avoir un animateur externe, qu'il soit plutôt orienté marketing, commercial ou digital, ou les trois, ça me paraît indispensable, en tout cas dans la création d'un groupement ou dans la création de l'animation. D'accord, merci beaucoup. On a une autre question intéressante qui est quelle garantie de confidentialité pour l'exportation collaborative et l'export externalisé? Alors, moi, je vais répondre très rapidement là-dessus. On a une charte de fonctionnement où tout le monde s'engage à garder confidentielles les informations qui se partagent, tout simplement. Voilà. C'est la même chose dans le cadre du service export externalisé. Chaque membre de la société signe un accord de confidentialité entre nous et CBCI et notre exportateur. Et quand il y a des possibilités de lien entre certaines ou de synergie entre exportateurs, on en parle et on regarde s'il y a un intérêt de mutualiser des listes de clients ou des pays dans un but de réduction des coûts qui, généralement, est accepté par les exportateurs. Chaque cas est différent. En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cadre du service export externalisé, à partir du moment où une boîte mail est dédiée à chaque exportateur, il n'y a pas de lien entre les exportateurs, sauf s'ils le souhaitent. D'accord. Ensuite, il y a aussi quelqu'un qui nous demande, vu que les déplacements sont actuellement impossibles, pouvez-vous organiser des tournées commerciales virtuelles? Oui, alors moi je peux donner un exemple, notamment dans nos 3 filiales au Canada, puisque nous sommes à Québec, Toronto et Vancouver. Nos équipes, entièrement féminisées d'ailleurs, organisent actuellement pour de nombreuses sociétés des réunions virtuelles pour présenter les produits, etc. Effectivement, c'est plus facile à elles d'organiser ces réunions étant sur place dans le même fuseau horaire, sont plus légitimes que quelqu'un qui appelle de France, en tout cas pour organiser des réunions avec des prospects. Pas encore. Donc, oui. Je peux peut-être donner le cas justement intra-européen. Pour nous, nous avons, pendant le temps du confinement, mis en place des nouveaux clients, des distributeurs par visioconférence sur des contacts qu'on avait pris en amont. Et on a fait des présentations de produits en visioconférence et ça s'est vraiment assez bien passé puisque les distributeurs aujourd'hui sont déjà en place, attendent juste l'arrivée des produits pour démarrer des partenariats. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, je pense qu'il y a peut-être certains sujets, certains secteurs où les gens ont besoin de toucher. Je pense au textile, mais on est dans la cosmétique, on envoie des brosses à un client, on le rappelle la semaine suivante et on fait une démonstration. Il a les brosses dans sa main, nous, on les a de notre côté et c'est tout à fait possible d'avancer sur ces sujets, même à distance. J'ajouterais même pour notre part, on avait envisagé cette solution pendant la crise et en fait, en interrogeant nos clients, la majorité nous ont dit finalement, pourquoi pas poursuivre. Effectivement, c'est délicat pour certains produits, je pense à l'alimentaire, parce qu'il faut effectivement les exporter pour les essayer, mais bon, donc ça demande une certaine organisation. Mais il y a de nombreux clients qui nous ont dit, en fait, on voudrait poursuivre la formule parce qu'on gagne en temps, en argent incroyable. Oui, alors moi je confirme, même en alimentaire, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de pouvoir envoyer des échantillons, vous avez les échantillons en main, vous faites la conférence avec, à la limite c'est mieux. Je pense que ce genre de formule va rester certainement après, tout au moins pour amorcer un petit peu la prospection. Et les déplacements se feront quand l'amorçage aura été fait et que les rencontres devront se concrétiser. Mais c'est une bonne formule. N'attendez pas de pouvoir remonter dans un avion, dans un train pour avancer. Ça, c'est sûr. De toute façon, l'international, ça prend du temps.
Donc, autant pas perdre son temps là pour pouvoir avancer un certain nombre de pions, quoi. Merci à toutes. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, sachez que si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas surtout à contacter, que ce soit Cécile, Anne ou Valérie, ou même moi-même, et je transmettrai vos questions. Donc, vous pouvez également aller voir sur la chaîne YouTube, comme disait Cécile Bourré, conseillère internationale, si vous voulez accéder aux autres webinaires qui reprenaient pas mal ces thèmes-là. Et effectivement, merci Cécile, on peut d'ores et déjà vous annoncer le sujet du prochain webinaire, qui sera donc le Community Management, comment prospecter digital. Alors, il s'agira cette fois d'un webinaire qui sera présenté donc, par Cécile, Sylvain et moi-même. Sylvain qui est business développeur chez CBCI. Et on abordera les fondamentaux du community management, à savoir comment se lancer sur les réseaux sociaux en étant efficace. Et parce que le community management, ça ne se suffit pas forcément à lui-même. On aura donc la deuxième partie qui abordera les outils de prospection digitaux qui s'y greffent plutôt bien. Voilà, donc ce sera le 4 juin à 11h30, le rendez-vous du jeudi. En tout cas, je remercie tout le monde. J'ai vraiment beaucoup apprécié que vous puissiez répondre présent à notre invitation, Anne et Valérie. Je suis ravie d'avoir pu animer ce webinaire avec vous et je remercie Solène pour l'organisation. J'invite effectivement tout le monde à regarder le replay que vous allez recevoir ici fin de semaine, au début de la suivante, en fonction du timing d'enregistrement de ce webinaire. Et puis, en tout cas, si on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, je voulais m'en excuser et je vous invite vraiment, nous regarderons les questions qui n'ont pas été posées et on reviendra vers vous de manière individuelle. Et voilà, on espère tous vous avoir apporté, en tout cas, notre passion de l'international et on est ravis de vous retrouver à titre privé, collectif ou sur un autre webinaire. Dès que vous le souhaitez. Un grand merci à tous, un énorme bon appétit et puis un grand merci à nos intervenantes pour la qualité habituelle de leurs interventions. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci.